Alors, je vous remercie de me donner cette possibilité de faire cette présentation. Comme on l'a dit, donc, je vais vous parler du bon usage des outils diagnostiques, de la juste prescription, dans le cadre du bon usage d'antibiotiques. Et en fait, je suis donc microbiologiste à l'hôpital Avicenne. Mais en plus d'être microbiologiste, en fait, je me suis toujours intéressée au conseil antibiotique. Ça fait plus de 20 ans. Et avec un fonctionnement original à l'hôpital Avicenne, parce que pendant 15 ans, en fait, j'ai fait du conseil antibiotique une semaine sur deux, au même titre que mon collègue infectiologue. Et finalement, en ayant cette double casquette, quand les internes ou les seniors pouvaient appeler pour avoir un conseil antibiotique, je dis bien conseil antibiotique, à l'hôpital Avicenne, on fait la différence entre le conseil antibiotique et le conseil en infectieux, pour vraiment cibler que les problèmes d'antibiothérapie. Et finalement, en fait, on ne savait pas à qui on s'adressait, si c'était l'infectieux ou le microbiologiste. Et en ayant eu cette double casquette pendant 15 ans avant d'avoir une véritable équipe mobile qui se déplace dans les services comme dans beaucoup d'endroits, et bien finalement, j'ai pu voir ce que le laboratoire pouvait apporter dans le bon usage diagnostique et bon usage antibiotique. Alors tout d'abord, comment le laboratoire peut s'impliquer? Plein de généralités sur cette diapo. J'ai envie de dire que je vais enfoncer des portes ouvertes pour vous dire des banalités, mais je vais essayer de vous convaincre comment le laboratoire peut participer au bon usage antibiotique. Tout d'abord, on va le voir avec la juste prescription de certains examens microbiologiques. Alors, désolé, c'est vrai que j'ai peut-être fait un topo un peu plus quelquefois pour l'hôpital que pour la ville, mais rassurez-vous, il y aura beaucoup de choses pour la ville puisque ça concerne aussi bien la ville que l'hôpital. La qualité des prélèvements, je pense que ville ou hôpital en est également concerné. Les antibiogrammes ciblés, je pense que vous avez entendu parler des antibiogrammes ciblés. Comment prévenir l'émergence de la résistance avec des tests rapides. Maintenant, ce n'est pas le sujet du topo, mais il y a de plus en plus de bactéries multirésistantes. C'est un problème de santé publique majeur. Un de vos collègues, je disais tout à l'heure que hier, pour 10 patients, j'ai rendu 10 bacilles à gram négatifs auto-résistants. Il n'y a rien qui marche. Voilà. On peut faire également des commentaires sur les rendus de résultats. Et donc tout ça pour essayer d'éviter des prescriptions inappropriées, parce que je suis convaincue que la première marche pour faire du bon usage, c'est au niveau du laboratoire. Alors la juste prescription, l'examen phare, le CBU, où vous savez qu'en fin de compte, quand on a une colonisation urinaire, c'est ce qui impose les traitements inappropriés les plus fréquentes. Donc là, j'ai mis un exemple de publication, mais il y en a plein d'autres, et notamment chez les personnes âgées où il y a pas mal de colonisation asymptomatiques, des colonisations urinaires, où vous voyez près de 30% dans cette publication de colonisation, et finalement, dans 80% des cas, un traitement qui est mis, et donc un traitement qui n'est pas approprié. Quand j'étais du terrain et référente antibiotique, nombreux appels pour des ECBU positifs, et finalement, quand on discutait avec l'interne de la clinique, finalement, en fait, il disait, mais le labo a rendu un ECBU positif, donc il y a une infection. Ben non, l'infection est basée sur la clinique et pas sur le rendu du laboratoire. Et même pendant un temps, vous voyez, en 2010, on avait essayé de contrôler, donc en amont, tous ces ECBU qui arrivaient au niveau du laboratoire pour essayer de les diminuer. Et donc, en fait, c'était un interne qui nous aidait. C'est pour ça qu'il y avait eu ce très bon résultat de diminution de 30% de CBU qui est arrivé au niveau du laboratoire. On a dû arrêter parce que c'est une action qui est consommatrice, on va dire, de temps humain. Mais comme quoi, quand on commence en amont, on peut essayer de faire baisser les choses. Donc, juste un petit exemple, je passerai dessus, parce qu'en fait, on a fait une petite plaquette, juste prescription des principaux examens bactériologiques qui est distribuée tous les 6 mois aux internes et également disponible pour tous les seniors du groupe hospitalier, donc des 3 sites. Donc, je rappelle, le site, le labo de bactériaux est sur Avicenne. On fait également pour l'hôpital René Muret et pour l'hôpital Jean Verdier. Voilà, donc on a mis entre autres, alors dans cette juste prescription, en plus de l'ECBU, également la coproculture standard. On l'a fait parce qu'on recevait en tout cas énormément de coproculture avec des taux de positivité extrêmement faibles. Donc finalement, on a mis les indications pour lesquelles on acceptait la coproculture et pour lesquelles on la refusait. Et entre autres, par rapport à l'hôpital, pour un patient qui est hospitalisé depuis plus de 3 jours, il n'y a plus de recommandation de faire une coproculture standard. Voilà, donc c'était des petits exemples de ce qu'on mettait dans les plaquettes. Peut-être les antigénuries moins concernées en fait en ville qu'à l'hôpital, mais comme je l'ai mis, je vous en parle quand même. On ne fait plus d'antigénurie pneumocoque dans notre hôpital. Ça va mieux? Ah pardon, désolée. Donc juste l'exemple, vous savez que ces antigénuries pneumocoques ou légionelles peuvent servir
à diagnostiquer, en tout cas au niveau du laboratoire, une pneumopathie communautaire. En fait, on ne fait plus d'antigénurie pneumocoque. Pourquoi? Puisqu'en fait, si je vous le rends négatif, ça ne changera pas votre prise en charge de votre pneumopathie communautaire. Donc, positif ou négatif, ça ne change rien. On ne le fait pas. On le réserve éventuellement pour un patient qui est hospitalisé en réanimation, qui a une pneumopathie grave. Puis pour la légionelle, pareil. En fait, on la réserve que à la réanimation ou que s'il y a vraiment des arguments en faveur d'une légionellose, parce qu'on se retrouvait avec une prescription à chaque fois combinée de ces deux antigénuries. Et vous voyez en fait ici un taux de positivité en 2023 de 0,2%. Et c'était en fait 4 patients qui étaient en réanimation, donc comme quoi c'était bien ciblé. Voilà, pour arrêter ces prescriptions combinées à chaque fois des deux. D'ailleurs, c'était cette publication, c'était pour vous montrer justement, c'était un audit qui avait été fait dans un service d'urgence. Et si on prenait comme examen ici l'antigénurie, on voyait que finalement, en fin de compte, il y avait bien, comme ce que nous on retrouve en pratique, la combinaison à chaque fois des deux qui sont prescrits. Et puis au final, un taux de positivité aussi extrêmement faible pour la légionelle. Une autre publication qui voulait montrer également, regardez, des taux de positivité là, pour l'antigénurie pneumocoque qui étaient très très faibles. Mais surtout, ce que je veux essayer d'apporter par rapport à ce topo, c'est une fois qu'on fait ces examens, est-ce que ça affecte en fait, votre prise en charge ou pas? Ben, finalement, quand c'était positif, ça affectait peu la prise en charge. Donc d'où le fait qu'on ne fait plus ces examens à l'hôpital. Dans les autres prélèvements pour la juste prescription, que je pense qui est très très important, c'est tous ces prélèvements de plaies chroniques qui sont en fait colonisés souvent par une flore commensale. Et finalement, on se trouve avec un prélèvement de mauvaise qualité et souvent qu'il n'y a pas un contexte clinique qui est justifié. Donc pareil, pour ces prélèvements-là, on a mis en place en fait des recommandations de quand est-ce qu'on va prendre le prélèvement ou pas. Déjà, on a banni les couchionnages. Il faut que le prélèvement soit de qualité. Et quand le prélèvement est de qualité, on demande en fait qu'il y ait des signes locaux ou des signes généraux. Sinon, le prélèvement n'est pas mis en culture. Et je trouvais bien justement pour expliquer ce problème des prélèvements cutanés, notamment les plaies chroniques qui sont colonisées, j'aime bien ce schéma qui est vieux, 1989, qui est la bactériocycle des plaies chroniques, mais qui montre bien que finalement dans la flore qu'on a résidente, c'est essentiellement en fait des grammes plus, vous voyez là, et dans la flore transitoire, pas mal de bacilles à grammes négatifs, et finalement quand on fait une bonne détertion de la plaie, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chute de tous les grammes négatifs. Donc comme quoi quand on a une bonne indication, on fait un bon prélèvement après une bonne détertion, probablement qu'on se retrouve avec un prélèvement moins en flore polymorphe. Je vais peut-être passer les hémocultures parce qu'en fait, a priori, vous n'avez pas trop d'hémocultures en ville. Le message que je voulais juste passer, en tout cas pour ceux qui sont hospitaliers, c'est vraiment remplir bien les flacons d'hémoculture à 10 millilitres, puisque sinon, c'est des risques de faux négatifs. Et comme on se sent aussi très concerné, regardez, je mets le chiffre directement. Un jour donné à Vicenne, on va essayer de le faire. 13% et 9% sont seulement bien remplis. Vous imaginez tous ces faux négatifs. Donc à la base, les hémocultures, 10 millilitres par flacon. Après avoir vu la juste prescription, on va aussi parler, je pense, de la qualité des prélèvements et notamment un examen, je ne sais pas si on le fait beaucoup en ville, le CBC, les crachats, vous en faites pas mal. Et ce petit schéma-là que je fais, quand je fais le cours aux 3e année de médecine, leur rappeler que le pneumocoque et l'hémophile responsables potentiellement de pneumopathie communautaire sont également à la base des commensaux des voies respiratoires. Et donc finalement, quand on va recevoir un ECBC, on sait que déjà ce n'est pas un prélèvement de bonne qualité, on va utiliser cette classification de Murray-Washington qui permet en fait d'apprécier la contamination salivaire et voir s'il n'y a pas trop de cellules épithéliales par rapport au nombre de polyneutrons. Finalement, suivant ce rapport entre les deux, certains seront mis en culture, d'autres seront rejetés. Et ce qu'on regardera également, c'est qu'après en culture, normalement, la bactérie doit être d'un taux supérieur ou égal à 10 puissance 7 et généralement, en fait, plutôt dans une flore monomorphe que polymorphe si on incrimine ce germe. Alors, pour ça, il faut des prérequis pour la qualité. Et croyez-vous qu'à chaque fois que vous faites un ECBC, votre patient il est venu vous voir, il était à jeun, vous avez fait un rassage à l'eau stérile de la bouche, est-ce qu'éventuellement vous avez eu un kiné qui vous a aidé pour l'expectoration? Probablement pas, ou jamais. Et donc, on se retrouve souvent avec ces ECBC qui sont de mauvaise qualité. Et donc, ça, je vais vous montrer plus tard l'impact.
Alors l'impact, justement, c'était pour vous le montrer, je vous ai parlé du taux de 10 puissance 7. On dit oui, très bien, il faut qu'il soit 10 puissance 7, il faut qu'il soit tout significatif, très bien. Et moi, je voulais montrer au niveau des boîtes ce que je vois, moi, même si j'ai un pneumocoque ou un hémophile à 10 puissance 7, avec ces prélèvements au sein de la flore oropharyngée. Moi, personnellement, quand j'ai ça, je ne range jamais les pneumocoques, je ne range jamais l'hémophile au sein de la flore oropharyngée, je mets flore. Parce que même s'il a 10 puissance 7, quand je vois l'état de mes boîtes, je ne le mets pas, parce que je reviens à mon expérience en tant que référente antibiotique, un nombre d'appels conséquent. Pourquoi? Parce que même si c'était à taux significatif, en fait, le laboratoire les avait rendus. Et sachant comment aussi, on n'est pas tous les biologistes ne rendent pas de la même façon. Finalement, quand j'étais pour d'avis d'antibiotiques, je demandais à l'interne, mais est-ce que sur ton compte rendu, il y a écrit au-dessus du 10 puissance 7, est-ce qu'il y a écrit qu'il y a une flore? Et il me disait, bah oui. Il dit, ben alors, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est plutôt de la colonisation, à moins que cliniquement tu me dises le contraire. Et là, il me disait, mais le labo l'a rendu. Ah, ben voilà, le labo l'a rendu. Voilà, donc probablement pour moi, ça amène à une surconsommation antibiotique et j'en suis persuadée. Et je ne suis pas sûre que là, le pneumocoque ou les mollephiles soient responsables. Justement, puisqu'on était sur le crachat avec la publication, l'audit que je vous ai montré tout à l'heure, je voulais revenir sur justement ça, puis vous montrer que quand on prenait un crachat, non seulement il y en avait peu qui étaient faits, et en général, il n'y avait pas de culture non plus. Donc vraiment un examen qui n'est pas contributif. Après avoir vu la juste prescription, la qualité des prélèvements, vous avez dû entendre parler des antibiogrammes ciblés. Je pense qu'en ville, il y en a pas mal, avec déjà cette circulaire en 2015 qui parlait qu'il faudrait essayer de restreindre, en tout cas à l'époque, dans le cas des infections urinaires, pour les antibiogrammes d'Escherichia coli, se dire qu'on allait en fait essayer de ne pas rendre tous les antibiotiques, mais plutôt rendre ceux qui avaient un faible impact écologique afin de limiter l'émergence des résistances bactériennes. C'est 2015, et dans la littérature, il y en a un qui n'est pas sorti. En fait, c'était même le plus vieux, c'était de 1981. C'était montré que finalement, les laboratoires s'étaient déjà préoccupés à ne pas rendre forcément un certain résultat depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, c'était déjà quelque chose qui était dans l'air du temps, l'impact du rendu par les laboratoires. Alors plus récemment, même si c'est 2011, en tout cas c'est souvent les publications qui sont citées, notamment dans les infections urinaires, c'était cette étude qui avait essayé de montrer, pareil, le fait en fait de cacher des antibiotiques qu'on pouvait considérer à large spectre. Donc là, par exemple, c'est l'augmentin, notamment dans les infections urinaires, dans cette étude ou les autres infections. Et on voyait que certes, l'augmentin baissait, c'est ce que je mettais en vert, mais par contre, les autres qui étaient rendus, eh ben, en fait, ils augmentaient. Donc en fait, il y avait juste un déplacement de classe, et je ne suis pas sûre que ce soit ça qui réponde à notre problématique. Toujours des publications aussi qui sont citées, notamment Céline Pulcini qui s'est beaucoup intéressée à tout ça, toujours dans le même ordre d'idée, on est toujours souvent dans les infections urinaires, avec ce que j'ai écrit encadré ici en vert. Finalement, les antibiotiques comme l'amoxicilline avec un specté 3 qui sont rendus, qui vont être en fait plus prescrits que ceux qui ont été cachés. Donc il y a bien, parce que ça faisait partie de recommandations à cette époque-là, en 2008, de traiter plutôt par des antibiotiques à specté 3. Donc on voit bien que les recommandations sont suivies, et elles sont même suivies dans le sens que, donc là on voit bien qu'il y a une adhésion dans les cas avant, après l'adhésion recommandation, et puis même justement puisqu'on prescrit moins d'antibiotiques à large spectre, et bien finalement il y a une bonne adhésion. Donc plus récemment, on reste toujours sur cette idée des antibiogrammes ciblés. L'HAS l'année dernière a sorti ses recommandations. Alors c'est plus limité, on va dire, comme en 2015 avec la circulaire à l'Escherichia coli, ça a été étendu à toutes les entérobactéries. On dit entérobactérales maintenant. Donc voilà, pour faire ces antibiogrammes ciblés. Et donc il y a différents panels, puisque finalement, on va rendre, nous au niveau du laboratoire, pas les mêmes antibiotiques suivant en fait les informations cliniques qu'on peut avoir. Là, par exemple, c'est le cas de la cystite. Vous voyez qu'en orange, c'est toutes les molécules qu'on va avoir à rendre en fonction du profil de résistance aux bêta-lactamines, et en gris, c'est les antibiotiques qui ne sont pas à rendre. Le but, c'était juste de vous montrer ce que la chaise préconise sans rentrer dans les détails. La pyélonéphrite, encore d'autres panels en fonction des résistances bactériennes qu'il y a à rendre. Et puis même des commentaires à mettre à chaque fois qu'on va rendre ces antibiogrammes. Il est recommandé de faire figurer sur le compte rendu un commentaire précisant que le CPU est positif, ne nécessite pas obligatoirement un traitement, on en parle de colonisation. Avicenne, on le fait depuis 2016. Pareil, de faire recommander les recommandations principales de traitement en cas de cystite plutôt qu'une molécule qu'une autre.
Voilà, bon, je ne vais pas toutes les détailler. En tout cas, beaucoup de commentaires, mais tous ces commentaires, nous, on le fait depuis 2016. Alors justement, avec ces recommandations, enfin en tout cas déjà cette histoire d'antibiogramme un petit peu ciblé qui était sortie en 2015, en 2017, je me suis posé la question, puisqu'on voit quand même tout ça, c'est à rendre en fonction de la clinique. Donc je me suis dit, bah oui, c'est bien beau de rendre tous ces antibiogrammes en fonction si c'est une cystite, une pyélose, etc. Et quand on reçoit les prélèvements au niveau du laboratoire, on n'a jamais de renseignements cliniques. C'est extrêmement difficile d'aller se dire, je vais rendre tel panel ou tel panel, puisque finalement, on n'a pas les informations cliniques. Alors ça, c'est en 2017 qu'elle a regardé. Et puis ben là, en 2024, nos feuilles sont plus belles, mais en fait, c'est toujours pareil. Je n'ai pas plus d'informations. Donc, voilà. Donc, ce qui m'a amené depuis 2016, en fait, à me poser la question, mais est-ce que c'est vraiment le problème de l'antibiogramme ciblé de parents, ou finalement, est-ce que ce n'est pas tout qu'il faut cacher et ne rien rendre du tout? Et donc, cette étude, justement, en 2014, canadienne, qui avait pour objectif, en fait, de voir l'impact non rendu d'un antibiogramme sur des prescriptions antibiotiques des patients qui étaient hospitalisés. C'était une étude monocentrique. Ils avaient pris, en fait, un groupe contrôle, c'était des patients qui avaient une sonde, et finalement, ceux sans sonde, ils allaient voir une période avant-après, et voir, en fin de compte, si le fait de ne pas rendre l'antibiogramme, il y avait une diminution du taux de traitement des colonisations urinaires. Dans les autres critères, ce qu'ils regardaient, ils allaient voir évidemment, parce qu'en fait, on ne les rend pas, mais en fait, on a le droit d'appeler le laboratoire, éventuellement, si c'est justifié, nous le rendre. Et donc, regardez combien il y avait d'appels au niveau du labo. Donc, on voit déjà que les taux de colonisation urinaire étaient assez importants, peu d'infections véritables que dans le groupe sans sonde ou dans le groupe avec sonde. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'était de voir ce taux d'antibiothérapie pour colonisation urinaire. Finalement, il y a pu avoir, avec cette période avant-après, dans le groupe interventionnel, une diminution de près de 36% de la consommation d'antibiotiques, rien que le fait de ne pas avoir rendu les antibiogrammes. Ce qu'ils avaient également regardé, c'est s'il y avait eu des appels. Il n'y a quasiment pas eu d'appels au niveau du laboratoire pour essayer de récupérer ceux qui étaient bloqués, qui auraient pu être justifiés. Donc on arrive bien à l'idée que la plupart des ECBU qu'on reçoit au niveau du laboratoire ne sont probablement pas pour une infection urinaire, et donc la justification de ce qu'on reçoit au niveau du labo. Durant cette même période, je me suis dit, bah, tiens, on va faire la même chose à l'ISTEM, on va essayer de regarder tous les ECBU venant sur 4 mois, de janvier à avril 2016, finalement, qu'est-ce que font nos cliniciens. Donc, pas mal de CBU reçus, près de 4000. Voilà, on a regardé ceux qui étaient positifs en futur. Et puis, je me suis mis dans la situation la moins compliquée, c'est-à-dire on va prendre que ceux qui sont positifs, mais qui n'ont pas de locaux à l'examen direct. Donc, on a exclu, là-dessus, ça en faisait plus de 120, on a exclu 20 dossiers qui n'avaient pas d'information clinique. Et finalement, on a essayé de regarder sur les 100 de CBU qui restaient, pourquoi le CBU a été prescrit. Vous voyez, près de 70% des cas, le CBU est reçu au niveau du laboratoire sans contexte éthique. Et il reste les 30% restants où finalement, une part, c'était dû à une infection urinaire et d'autres, ils avaient été faits dans le cadre de l'infection qui n'était pas urinaire. Et si vous pouvez voir, en fait, finalement, sur cette période de près de 4000 ECBU faits, alors on reste sur ceux qui sont positifs et que ceux qui ont été étudiés sans locaux, finalement, il n'y a eu que 2 appels pour récupérer les antibiotiques. Voilà. Donc, je pense qu'on reste toujours sur cette idée de beaucoup de CBU envoyés et finalement pas justifiés. Alors, je voulais regarder ces 70 de CBU qui avaient été reçus sans contexte éthique. Et ce qu'il en sort, c'est essentiellement l'envoi systématique par l'infirmière. Pourquoi? Parce que probablement, alors que c'est une prescription médicale, la BU est positive, on envoie systématiquement le CBU au laboratoire. Or, normalement, avec une BU positive, le prédictif positif est extrêmement faible, à peu près 40%. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a une BU positive qu'il y a une infection. Donc là, normalement, il doit y avoir un rétro-contrôle par le médecin qui dit, même si la BU est positive, tu l'envoies ou tu ne l'envoies pas. Voilà. Donc, avec ce résultat-là, pendant la même époque, la Société des infectiologues, la SPILF, a dit il ne faut pas rendre les résultats de colonisation urinaire. Mais je reviens toujours à mon truc, c'est qu'en fait, je n'ai pas de renseignement clinique pour ne pas rendre les colonisations urinaires. Alors finalement, heureusement que la HAS a prévu quand même dans ses panels un panel qui dit absence de renseignement clinique. Donc je pense que pour les laboratoires, en tout cas nous concernant, beaucoup vont utiliser ce panel si on fait des antibiogrammes ciblés, puisqu'on sera en l'absence de renseignement clinique. Alors pour faire une synthèse sur tout ce qu'on fait pour ces ECBU, en fait on a fait plusieurs choses. La première, suite à l'étude de 2016, puisqu'on était parti sur ceux sans locaux et que j'avais vu qu'il n'y avait quasiment pas d'appel au niveau du laboratoire,
Finalement, on bloque tous les antibiogrammes, tous les ECBU sans locaux, sauf l'hématologie clinique, la mater, la pédiatrie et les pathos. Et puis après, je me suis dit, quand j'ai vu le résultat, que tous ces ECBU, même avec des locaux, étaient envoyés essentiellement dans des consultations, motif, c'était l'infirmière qui envoyait, et bien en fait, j'ai après bloqué toutes les consultes, les HDJ, les hôpitaux de semaine, tous les services qui a potentiellement de colonisation, la gériatrie, la neuro, l'endoc, à partir de juin 2018. Et à chaque fois, il n'y a pas de problème, les antibiogrammes sont faits, mais ne sont pas rendus, avec 2 commentaires systématiques. En cas de colonisation urinaire, mais ça c'est un commentaire, comme je vous l'ai dit, on faisait depuis 2016, et communiqué si nécessaire. On n'a quasiment jamais d'appel au laboratoire. Si on en a 2-3 par semaine, c'est grandiose. Et en plus de ça, parce qu'on a quand même la chaise qui fait des recommandations, donc ok, pour ceux qu'on va faire en tout cas, eh bien, on va faire cet antibiogramme ciblé. Et en plus, c'est pas sorti, c'était pour ajouter que nous en plus, la chaise dit de rendre la tazocilline, ben non, en fait, on ne rendra pas la tazocilline parce que c'est un antibiotique à large spectre, que pour une infection monomicrobienne à B- en général, on estime qu'il ne faut pas rendre la tazocilline, c'est pas passé. Pour finir un petit peu dans les ECBU, je sais que les recommandations d'ASPIC pour les infections urinaires, c'est des levofloxacine, ciprofloxacine. Moi, en tant que microbio, ça me gêne. La ciprofloxacine, j'ai toujours appris que c'est la seule fluoroquinolone qui marche sur le pseudomonas. Et je ne comprends pas, parce que pour la ville, pour moi en tout cas, d'aller prescrire levoflo ou ciprofloxacine, notamment ciprofloxacine, c'est avoir un impact pour ensuite éventuellement avoir plus de ciprofloxacine pour les infections à pio. Ce qui fait qu'en fait, quand je suis arrivée à l'hôpital il y a un peu plus de 20 ans, j'avais mis en place tout de suite le fait que la cipro ne serait plus rendue sur les antibiogrammes des entérobactéries et ça a permis de diminuer de 44% la consommation de ciprofloxacine à l'hôpital. Je disais que c'était pour finir pour le CBU, mais un dernier petit truc, parce que ça aussi c'est de la vie courante. C'était en fait une étude américaine qui est assez récente, 2020, qui en fait voulait voir l'impact du niveau de locaux, la pyurie qui était rendue sur les ECBU, pour voir chez des patients qui sont asymptomatiques si éventuellement ça pouvait entraîner une surprescription d'antibiotiques. Alors c'était des ECBU, ça ne correspond pas à notre pratique en France. Si on leur faisait avoir un geste, en tout cas avant un geste opératoire, on allait leur faire cet ECBU. Et ce que je trouvais intéressant, cette deuxième partie, c'est que finalement les ECBU, donc ils étaient réalisés, soit ils n'étaient pas mis en culture, soit ils étaient mis en culture, c'est négatif. Et regardez finalement le fait d'avoir, en fait, ils n'étaient même pas mis en culture, mais le fait d'avoir du PU, donc pas mal de leucocyturie significatif, ça entraîne un traitement antibiotique. Ou de l'autre côté, on l'a fait et c'est négatif, et également ça entraîne un traitement antibiotique. Donc c'était vraiment pour montrer, et ça c'est une discussion, c'est que quelquefois quand on discute pour un ECBU ou un traitement où on ne connaît pas trop l'apport d'entrée, il y a extrêmement qui est positif, et l'interne qui dit oui, je sais, il n'y a pas de signe d'infection urinaire, mais il y a quand même une leucocyturie importante. Voilà, donc je voulais vraiment avec cette publication, pour moi ça confirme le problème qu'en fait il ne faut pas tenir compte de la leucocyturie en cas d'infection, enfin en tout cas de colonisation asymptomatique. Donc influence de la leucocyturie sur la prescription. Pareil, en fait, ils avaient regardé donc déjà influence de la leucocyturie et ils voulaient voir si le niveau de cette leucocyturie pouvait impacter sur les traitements. Et finalement, qu'est-ce qu'on voyait, quels que soient les services de chirurgie, c'est que plus il y avait de leuco, plus il y avait de traitement à chaque fois, quel que soit le service de chirurgie. Donc, plus c'est haut, plus on va traiter. Toujours dans ces histoires d'influence de rendu, c'est un travail grec, plus tard, 2017, qui voulait montrer au fait aussi si le fait de rendre ou pas un antibiogramme, mais dans d'autres situations que juste la bactérie asymptomatique, il prenait les pharyngites, les colonisations, vous voyez, et on revient toujours à la colonisation de plaies, et le fait de rendre ou ne pas rendre en fait un antibiogramme. Et regardez les conséquences, 3% de traitement versus 42 si c'est rendu, 47,81 et 12,71 pour une colonisation. Donc le fait, j'espère vous convaincre à la fin de cette présentation, le fait de rendre un résultat peut avoir un impact sur la prescription antibiotique. Là, c'était toujours, je sais que je vous fais beaucoup sur ça, mais parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Pareil, c'était des prélèvements. Alors, ils prenaient des fluoropharyngées, des prélèvements cutanés. Et en fait, ils voulaient essayer d'aller voir. On ne prendra pas le cas où, en fait, il y a un prélèvement qui est fait, il y a un traitement qui est démarré, parce que finalement, même si on rend la culture, ben, le traitement va continuer, ce n'est pas ça qui joue. C'était plutôt aller voir sur ceux qui se posent la question, ah ben, j'ai fait un prélèvement, je ne mets pas d'antibiotiques, je vais attendre la culture, et puis je vais voir si je traite ou pas derrière.
Donc finalement, donc, beaucoup de prélèvements, hein, plus de 65 000, vous voyez, sur pas mal d'années, 5 ans, des prélèvements cutanés, donc des ECBC, des documentations microbiologiques ici de plaie ou de CBC, on va un peu plus dans la plaie que dans le CBC, on va bien vu déjà que les ECBC, ce n'est pas forcément de bonne qualité. Et finalement, dans le fait, après d'avoir rendu ces cultures, dans combien de cas, en fait, ça allait être traité. Vous voyez quand même près de 30% et là 20% pour les ECBU, ça allait être traité. Et ce qui était intéressant, c'était de voir sur ceux qui finalement allaient recevoir, une fois qu'on avait eu le résultat de la culture, ce qu'on allait traiter. Et bien, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'on allait plus traiter si en fait il y avait le nom d'une bactérie. Et qu'en fait également on allait plus traiter si en fait dans la culture il y avait pas mal de colonies. Donc en fait il y a toujours ce côté, ben, il y en a plus, donc ça doit être plus important. Et puis ce qui était intéressant, c'est au-delà des germes qu'on peut retrouver, au-delà des germes qu'on peut retrouver dans les infections cutanées ou infections respiratoires, en fait c'était de voir aussi cette dernière phrase ici, c'était que le fait que la bactério rend un nom de bactérie qu'on ne connaît pas, bah alors celui-là il a été rendu, en plus il a un antibiogramme, bah on va encore traiter un peu plus aussi parce qu'il a l'air d'être différent d'habitude. Donc vraiment, pour moi, j'espère vous convaincre sur l'influence en fait de notre rendu sur la prescription antibiotique. Je vais passer ça parce que vous n'êtes pas trop avec l'infection auto-articulaire. Pour les plaies chroniques, moi je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, je vous ai remis un petit peu le schéma. Eh bien en fait à Avicenne, flore polymicrobienne, on va rendre flore de toute façon. Et si en fait les seuls germes qu'on va rendre au sein des flores, ça sera les streptobêta-hémolytiques et les staph dorés, parce que ce sont ceux quand même qui sont reconnus comme les plus pathogènes, avec également un commentaire qui dit qu'il faut prélever en cas de signes locaux ou généraux. Les entérobacs et les pyros, ils ne sont pas rendus, ils sont bloqués, et ils seront débloqués en fait si on a un appel. Pour en venir maintenant au test rapide, après avoir vu la juste prescription, la qualité, le fait de rendre ou de ne pas rendre un antibiogramme ou une culture, il faut arriver à ces tests rapides. Alors, je pense qu'en ville, vous ne les avez pas. Peut-être que je vous en parle comme ça si vous entendez parler à l'hôpital. Je pense que vous avez le bêta-lactatest. Oui? J'ai pas entendu. Oui? Non, vous n'avez pas le bêta-lactatest? Ok. Alors, vite fait. En fait, le bêta-lactatest, c'est quelque chose d'intéressant dans le sens, en fait, il détecte la résistance aux céphalospuries de 3e génération. Qui dit ça, c'est qui dit ben, en fait peut-être que je vais avoir une souche BLSE, bêta-lactamase à spectre étendu, puisqu'en fait vous savez que c'est des souches qui sont résistantes à tout pour les bêta-lactamines, sauf les carbapénènes. Et finalement, c'est ce petit test rapide qui va quand même pouvoir être intéressant. Donc on le fait sur les hémocultures, mais si vous n'en avez pas parlé et que vous ne le faites pas à Saint-Camille, je vais passer. Bon, c'est plus pour la pratique hospitalière, alors je vais passer. Donc, je passe. Hop. Après, je voulais venir à l'approche syndromique. Est-ce que vous avez des labos de ville qui vous parlent des PCR multiplex ou pas? Vous n'avez jamais en labo de ville des PCR qui vous sont rendus? Oui? S'il y en a certains où je passe. D'accord. Donc, en fait, maintenant, il y a beaucoup fait de PCR qu'on dit multiplex, c'est-à-dire qu'ils vont chercher plusieurs bactéries, ou même quelquefois, je pense au panel gastro, mais en même temps des parasites ou des virus, plusieurs germes qui vont être recherchés importants. Ça peut être intéressant dans le cas de quelquefois, un patient il est sous antibiotiques, et donc finalement la culture va être décapitée, et on aimerait avoir une documentation. Quelquefois, ce sont des germes qu'on ne peut pas bien cultiver, ou ce sont des pathogènes moins fréquents, et donc comment on pourrait placer ces tests. Alors ça, je vais passer le sepsis parce que je pense que vous n'en avez pas non plus. La pneumonie, est-ce que vous avez des panels pour la pneumonie en ville? Oui? Bon, alors je vais vous en parler. On revient en fait donc à ces panels. Donc c'est pareil, c'est ces PCR qui vont chercher plein de germes. Vous voyez, il y a des bactéries, il y a des bactéries ici atypiques, il y a des virus, il y a même des gènes de résistance, même les fameuses carbapénénases pour les germes multirésistants, les PGN. Et puis il y a même la possibilité dans ces PCR qu'on vous rende en fait un seuil semi-quantitatif. Bien oui, puisqu'en fait on revient à notre pneumocoque ou un hémophile. Et l'idée, c'est qu'en fait, avec ce résultat semi-quantitatif, c'est essayer de faire la différence entre infection et colonisation. Donc, ça a été validé sur les crachats, sur des LBA pour les patients qui sont en réanimation. Vous voyez, avec ces tests qui ont de très bonnes sensibilités et des très bonnes spécificités. Et moi, j'en reviens, mes petites boîtes là-haut, c'est que finalement, ces PCR, si elles sont faites sur des prélèvements de mauvaise qualité, ben oui, ça va allumer à 10 puissance 7, mais comme vous n'aurez pas la culture en parallèle, pour moi, c'est un risque de surtraitement.
En tout cas, si ces tests ne sont pas réservés sur des bons prélèvements. Donc, je pense que c'est des ECBC, ce n'est pas la panacée. Et donc, plutôt à réserver avec une prescription contrôlée à des patients qui sont hospitalisés en réanimation, avec des prélèvements qui sont plus protégés que les ECBC. Bon, je vais passer, c'était un autre type de panel. Et alors, bon, mais juste comme ça, quand même, pour vous, pour l'intérêt, parce qu'on est là quand même pour parler de tous ces outils diagnostiques. Donc, en Valence super, c'est la PCR, je vais avoir le résultat en 1 heure, je vais avoir mon nom de germe. Donc, ça, c'était une réanimation à Mont-d'Or qui avait fait ce travail. Donc là, on s'est quand même mis dans la situation où je suis pas avec le CBC, je suis avec des prélèvements de bonne qualité. Il y avait 125 PCR qui avaient été réalisés, des très bonnes sensibilités, spécificités, une bonne corrélation avec la culture. Et ce qui était quand même dingue, c'était qu'en fait, suite au résultat de la PCR, même les réanimateurs ne modifier l'antibiothérapie que dans 14% des cas. Donc, intérêt de ces tests. Pareil, là, c'est un panel gastro. Je pense que peut-être aussi en ville, vous avez ces PCR qui vous sortent les bactéries, les virus, les parasites. Non, vous en avez? Vous n'en avez pas? Si vous n'en avez pas, enfin, pour moi, il me semble qu'il y a quelquefois, il y a certains labos qui le font. En tout cas, là où c'est intéressant, je pense, c'est de dire que voilà, ça vous sort tout ça. Alors, c'est vrai que c'est un test qui est rapide. Et si dans toutes ces PCR, il y en a une pour laquelle je vois l'intérêt, c'est vraiment les panels gastro, et notamment pédiatrie. On sort plus de salmonelle, de shigella, de campylome. Donc, ça a vraiment un intérêt. Mais attention à ces germes. Pourquoi? Et notamment chez les enfants, parce qu'on peut avoir un portage de Clostridium difficile. Et finalement, d'avoir cette PCR positive, attention à tenir compte de la clinique. Pareil, il y a en fait tout un panel d'Escherichia coli, là, c'est soit patho entéroagrégatif, entéropathogène, entérohémorragique, le fameux O157H7. Alors celui-là, il est important. Mais c'était pour dire que, par exemple, ceux qui sont entéropathogènes, c'est pas parce que la PCR est positive, il ne faudra pas traiter, ça va s'arrêter tout seul. Et puis que Yersinia, finalement, il y a plein de sérotypes qui sont inclus. Donc quand ce sera positif, mais ce n'est pas forcément sûr que ce soit un sérotype qui soit pathogène. Donc être critique par rapport à ce panel. Les antibiogrammes, je vais passer sur les antibiogrammes rapides parce que je pense que vous ne les avez pas, ceux-là. Quand on vous rend des antibiogrammes en ville, on vous rend juste antibiogrammes SR, c'est ça? On vous rend des CMI parfois ou pas? D'accord, parfois des CMI. Alors je pense que vous avez peut-être un Vitec 2 ou en tout cas en ville. C'était pour dire que il y a différents. Il y a l'antibiogramme classique en milieu gélosé. Puis après, il y a eu cet antibiogramme qu'on peut rendre en 4 à 8 heures, qui en fait a le même coût, mais avec une technique. Le cas, c'est notre comité d'antibiogramme européen qui l'a adapté pour qu'on puisse le rendre plus rapidement. Donc très bien. Et puis là, vous voyez la dernière génération, donc c'est des tests encore plus chers, puisqu'en fait c'est automatisé. Et en plus de rendre à 4 à 6 heures, ça peut nous rendre des CMI. Alors je sais que ce n'est pas du domaine de la pratique pour la ville, mais en fait c'était pour discuter de tous ces outils qui sortent au niveau du laboratoire. Finalement, aller rendre des CMI, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que vous croyez que parce qu'on va vous rendre une CMI, ça va avoir un impact pour vous, pour votre choix antibiotique? Je pense que c'est essentiellement pour l'instant le fait de rendre résistant ou sensible qui impacte, et pas la valeur de la CMI. Et qu'éventuellement, si ça pouvait avoir un intérêt, pour moi, c'est toujours chez les patients de réanimation. On voit même que dans le cœur, dans les cas des sepsis sévères, on voit même que la valeur de la CMI fait partie de leur algorithme. Donc finalement, ça serait peut-être chez ces patients-là, ou si on avait des automates qui nous rendent les CMI, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Là, moi, j'ai un projet en cours où justement, avec les différentes réanimations sur la région parisienne, essayer de voir si ces automates qui rendent des CMI, en faisant en fait une étude avec 2 bras, un bras où il y aura la culture standard et l'autre où il y aura l'automate qui va rendre avec la CMI, et voir si les réanimateurs vont se servir de la CMI pour, par exemple, mettre une posologie moins importante, pour être moins néphrotoxique, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un truc en cours. Est-ce que, pareil, vous avez des PCR pour les IST en ville? Vous recherchez clam-gono. Est-ce que vous recherchez le génitalium? Oui? Ils vous font clam-gono génitalium? Sur demande. Et le génitalium, vous l'avez à chaque fois? Il faut le discuter. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que, en fait, les PCR qui sont donc, vous avez bien compris qu'il faut le discuter, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le faire que chez les patients qui sont symptomatiques. Et toute la problématique, c'est ces fameuses PCR triplex, où finalement, nous, même sur les marchés au niveau de la PHP, on n'a pas choisi notre automate, on a un automate qui nous rend les 3. Et donc, en fait, il peut y avoir des génitaliums qui sont positifs. Et bien, tant mieux si c'est la pratique en ville. Moi, j'ai un génitalium qui est positif, mais je n'ai pas d'infos, je ne le rendrai pas. De toute façon, ce qui n'est pas de traitement. Et tout ça, c'est acquis à l'hôpital. Et puis aussi, c'était d'un point de vue, on va dire,
plus financier, c'est qu'il n'y a que 2 indications pour lesquelles c'est remboursé. C'est peut-être pour ça que vous êtes plus sensibilisé à l'hôpital, peut-être c'est un peu moins. Et puis aussi, vous savez que, par exemple, ça c'est hors nomenclature sur les prélèvements rectaux. Voilà. Une des dernières choses qu'on peut faire, c'est les commentaires sur les rendus de résultats. Donc, tout notre comité de l'antibiogramme, en fait, finalement, c'est d'aller accompagner des commentaires sur tous les phénotypes qu'on peut avoir pour n'importe quelle bactérie. On en fait pas mal. Voilà, donc ça peut être une autre façon pour aider le clinicien. Par exemple, je pense aux entérobactéries du groupe 3 comme un entérobactère cloaqué. Peut-être que vous n'en avez peut-être pas trop envie. En tout cas, si on devait le traiter par une céphalosporine 3e génération, le céphotaxime ou la ceftriaxone ne sont pas recommandés. Et finalement, sur un antibiogramme, on voit écrit S. Alors, pour aider les cliniciens, en tout cas ceux qui ne sont pas forcément experts dans ce domaine, on rajoute un petit commentaire disant qu'il n'est pas recommandé de traiter un entérobactère par céphotaxime ou ceftriaxone. Et puis avant de faire la conclusion, finir, en fait, je suis venue voir parce que je suis dans un groupe ou un sous-groupe de la SPIF qui ont un groupe bon usage antibiotique et dedans il y a eu un sous-groupe qui s'est créé qui est bon usage des outils diagnostiques et en tant que microbio, j'ai rejoint ce groupe et sur le site de la SPIF vous avez tout un jeu de diaporama qui peut un peu correspondre à ce que je vous ai dit, comment bien utiliser les outils diagnostiques et également avec plein d'affiches pour, voilà, moi microbio je ne vous ai pas parlé de la CRP mais levez le pied, voilà, pas mal les messages sur la CRP. J'en ai mis un autre, le CBU est bien utile. Voilà, les écouvillons à quoi bon sur la maison. Voilà, donc il y en a quelques autres comme ça. Voilà, en tout cas, quand on veut faire passer des messages, on peut les télécharger, ces affiches. Donc en conclusion, je vais reprendre la première diapo que je vous ai mis. La juste prescription des examens microbiologiques, des tests rapides, la qualité, les antibiogrammes ciblés ou non rendus. Donc vous avez compris que chez nous, à FICEM, ce ne sera pas du ciblé, mais ce sera du non rendu. Et les commentaires sur les rendus, tout ça, ça peut aider. Et on parle beaucoup d'antimicrobial stewardship pour faire du bon antibiotique, mais je pense que le laboratoire diagnostic stewardship à la base peut pas mal aider. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va se laisser quelques minutes pour les questions. Est-ce que vous en avez? Je crois que vous avez vu que l'hôpital est parfait, qu'il prescrit des ECDU indiqués, qu'il récupère les résultats des ECDI indiqués et qu'il met des antibiotiques à ces ECDI. C'est la première leçon quand même de ce propos. Donc, vous pouvez prendre l'exemple. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. C'est par rapport à ce que vous avez dit sur la CIPRO, oui. Ah non, il ne marche pas. Ça reste une recommandation. Tout à fait. Pour HAS, pour les structures, avant de CD. Oui. Je ne sais pas si on m'entendra. Vous m'entendez? Oui. Je vais le reprendre. Tout à fait, ça reste une recommandation, mais nous, au niveau local, on prend en accord avec tout notre comité l'antibiogramme. Je ne fais pas ça seul, je fais ça avec des infectiologues. Nous, on garde même, pour tout vous dire, on ne met même pas la lévofloxacine, on garde l'ofloxacine, parce que pour nous, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de problème. On dit que la lévoflo, c'est le composé lévogir de l'ofloxacine, les cellules sont plus basses, mais nous, on n'a pas de problème. En tout cas, on garde l'ofloxacine dans les infections urinaires. Pourquoi aussi? Parce que la lévoflo, je pense que ça va faire des dégâts peut-être je serai à la retraite. Mais en fait, surtout les streptoropharyngés, je vois de plus en plus de streptocoques qui deviennent résistants aux photochimologues. Et puis, il faut le savoir, peut-être que vous ne le savez pas, c'est que la lévofloxacine, c'est une activité anti-anaérobie. Donc, on est toujours, quand on choisit des antibiotiques, essayer d'en prendre qui n'ait pas d'activité anti-anaérobie, parce que c'est une sorte de fleur de barrière, les anaérobies. Et finalement, essayer de la préserver, c'est mieux. Donc, nous, on garde l'oflo, oui, c'est les recos, mais bon, nous, on a décidé, de garder l'ofloxacine. Il y a les deux, mais nous, c'est les deux qu'on ne prend pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en avais une sur la pertinence de mettre un commentaire clinique sur l'ordonnance que vous avez parlé de la nécessité d'avoir des renseignements cliniques pour
un ECDU. C'est pas dans l'usage, moi le premier, quand je prescris un ECDU en consultation, ouais. de mettre des signes, la fièvre, les douleurs. Alors, oui, merci pour la question, parce qu'en fait, on est plusieurs équipes dans l'antibiologie transversale sur notre département, et on va essayer justement de développer des actions avec la vie. Vous allez voir, en fait, les laboratoires, on ne peut pas le citer, Béron, qui est un des plus gros. En fait, finalement, s'ils seraient d'accord pour qu'on mette en place des sortes de feuilles, avec vraiment que 2-3 renseignements, cystique, piélo, prostatique, etc., ou en femme enceinte, pour en fait essayer de voir, pour que ça aide au niveau du laboratoire de rendre tel ou tel panel. Voilà. On a souvent le renseignement. Tant mieux, tant mieux. Il déclare les symptômes au laboratoire. D'accord. Bah, tant mieux. Vous avez de la chance. Sur les ECDC, vous avez des questions? C'est une pratique beaucoup. En fait, rarement. Les prélèvements de plaie. C'était par rapport au fonctionnel. Est-ce qu'on devait divulguer des renseignements? C'est ça la question. J'ai tendance à le faire, notamment. Je sais pas. Non, mais quand je suis en consultation, même pour les imageries, je me dis pour le radiologue, il a besoin de savoir. J'ai tendance à mettre un peu la clinique sur l'ordonnance, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Donc on devrait. Moi, j'avais une dernière question, mais elle vient de m'échapper. Vous avez compris en tout cas pourquoi maintenant on limite un peu le rendu des antibiogrammes. Finalement, les infectiologues font un peu l'inverse de la société. Dans la société, il faut être transparent, il faut tout dire. Et les infectiologues, ils restreignent, ils cachent des informations pour la bonne prescription des antibiotiques. Oui, j'ai été surpris par votre commentaire sur la leucocyturie, parce que souvent on se base sur ça. Ben, c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ouais, c'est que ça influence. On dit, il y a plein de leucos maintenant, en fait, c'est la clinique qui va prendre. Merci beaucoup. Merci.